Immédiatement la parole à Gilbert Meignet, qui lui va ouvrir complètement l'angle spatial et chronologique, puisque c'est rien moins, excusez du peu quand même, que les origines du 1er novembre, en remontant au fondement même de la structure coloniale et de la situation coloniale. Donc à toi, Gilbert. Merci. Donc, j'ai intitulé cet exposé « Pourquoi le 1er novembre 54 ?» Je vais être amené à faire un flashback qui va vous remémorer un certain nombre de choses que vous connaissez certainement pour un grand nombre d'entre vous, mais que je dois rappeler tout de même pour essayer de faire œuvre synthétique. Je dirais que le déclenchement de la guerre de libération nationale du 1er novembre 54, le 1er novembre 54, est dû d'abord, excusez le truisme, à la colonisation de l'Algérie par la France. La conquête a été brutale. Nous savons par les travaux de Jacques Frémaux et d'autres que si l'on compte les morts militaires de la guerre de la conquête de l'Algérie et les morts du fait des disettes et des famines qui se sont accumulées depuis le bouleversement par transformation du vieux mode de production communautaire en irruption brutale d'un capitalisme agraire, qu'il n'y a eu pas loin du tiers de la population algérienne qui a disparu en 40 ans. À l'époque de cette conquête. Du fait de l'intrusion de cet îlot capitaliste en terre algérienne, le résultat, ça a été une vague de dépossession terrienne sans précédent, l'apparition dès le 19e siècle, et ça se marque bien dans la presse, à la veille de la guerre de 14, d'un grand nombre de ruraux clochardisés qui commencent à venir s'installer dans certains quartiers spéciaux des grandes villes. On sait que cette spoliation foncière, elle a porté sur près de 40% de la terre cultivable algérienne. Et encore, ça, ce n'est qu'un chiffre statistique. Les 40% représentaient qualitativement, en fait, plus de 40% de cette terre algérienne. Il en est résulté toute une série de mouvements au XIXe siècle, des tentatives d'insurrection, relayées avec des vagues de hijra, des vagues d'immigration, notamment vers ce Chem mythique, vers la région de Damas, la terre mythique désirable où le prophète Mohammed était dit avoir voulu finir ses jours. Ensuite, ce déclenchement du 1er novembre est dû au dépérissement culturel qui a accompagné la colonisation. Une des premières choses que les Français ont faites, ce fut de confisquer les biens habous qui permettaient de doter l'enseignement musulman qui, pour traditionnel qu'il était, n'était nullement méprisable. Il ne fut remplacé que par un système scolaire colonial qui ne toucha que très peu les Algériens. À la veille de la guerre de 14, les statistiques nous apprennent que 5% des enfants algériens sont scolarisés et pratiquement pas de femmes. Et en 1954, selon les chiffres, c'est 10% ou 15%, quelque part entre les deux probablement. J'ajouterais que le culte musulman a été domestiqué ou a voulu être domestiqué par la puissance coloniale, que imams et mouftis ont été dès lors des fonctionnaires officiel chargé de dire la parole officielle et que la loi de décembre 1905 ne s'est pas appliquée en Algérie. La puissance coloniale a tenté, parfois avec succès, de manipuler les dignitaires de confréries et les marabouts. Après la grande insurrection maraboutique, confrérie plutôt de 1871, dès lors, ils ont été progressivement clientélisés par le pouvoir colonial et parfois regardés par la masse comme des collaborateurs, ce qui explique, par exemple, le succès de l'Islah dans certaines régions, comme l'Aurès, notamment dans le sud. Je dirais que le troisième type d'explication, c'est en corollaire de tout ce que je viens de dire encore sur la colonisation, c'est que structurellement, une colonisation n'est pas faite pour faire évoluer un peuple, elle est faite pour établir la discrimination et le racisme. C'est ce qui s'est passé. Le code de l'indigénat a été établi, codifié à partir de 1881, régime véritable de la lettre de cachet contre laquelle s'était soulevé les révolutionnaires français de 1789 et qui règne dans les communes mixtes, ces communes mixtes dans lesquelles l'arbitraire le plus complet existe pour régir les Algériens, arbitraire le plus total.
En revanche, existait bien des communes de plein exercice, où existaient des maires, où existaient des conseillers municipaux, mais ces communes de plein exercice étaient réservées aux populations européennes, aux Français, avec quelques strapontins pour des Algériens. Le Senatus Consulte de 1865 avait bien fait des Algériens des, entre guillemets, Français, mais des sujets français, c'est-à-dire sans aucun droit politique. L'important, c'est que dans le cadre de la France des principes de 89, la citoyenneté française fut séparée de la nationalité française. Et de fait, pour avoir accès aux droits politiques français, il fallait faire ce qu'on appelait improprement une naturalisation, ce qui revenait, outre subir une enquête très approfondie de l'administration, abandonner le statut personnel musulman qui régissait encore, au moins théoriquement, les gens au privé, mariage, succession, tutelle, etc., mais qui était vu comme une espèce de drapeau identitaire que l'on ne voulait pas abandonner sous peine d'être accusé, ce faisant, de devenir mtourni, devenir quelqu'un qui avait tourné la tête, qui avait tourné sa veste et qui était devenu un collaborateur. Pendant la Troisième République, 6 députés sont élus, 3 sénateurs sont élus jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais seulement par les Français. Les délégations financières, l'Assemblée financière qui vote le budget algérien à partir de la fin du XIXe siècle, est pratiquement réservée aux Français, même s'il y a une section indigène, d'ailleurs subdivisée en sections kabyles et en sections arabes. De toute façon, elle est loin d'avoir la majorité, elle a moins du tiers des sièges. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que fut institué le système des 2 collèges et que ce système des 2 collèges pouvait se résumer par l'équation coloniale suivante, 1 égale 8, puisque la voix d'un Français d'Algérie équivalait à la voix de 8 Algériens qui élisaient des députés et qui élisaient les membres de l'Assemblée algérienne. De toute façon, on sait que les élections furent, notamment au moment de l'élection à l'Assemblée algérienne de 1948, entièrement truquées. Les urnes furent bourrées dans le bon sens officiel. Le 1er novembre est dû aussi à ce que j'appellerais les corollaires politico-culturels de cet état de fait. Devant l'agression étrangère, on peut dire, en suivant Jacques Berck, que la religion resta et devint en tout cas le civisme des Algériens, ce bastion de repli dont a parlé Jacques Berck. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu un certain nombre de séductions pour des modèles français, mais ces séductions opérèrent souvent dans la culpabilité, dans l'ambivalence, quand ce ne fut pas dans la schizophrénie. Tous les chefs du 1er novembre 1954, tous les 9 chefs historiques du 1er novembre 1954 étaient sans aucune exception des produits de l'école française, à des niveaux différents, mais c'était tous des produits de l'école française. Ils revendiquaient leur liberté qui avait formalisé, dans la langue du colonisateur, qui avait formalisé pour eux les principes de 89, les principes de la liberté, grands exemples de l'histoire française à l'appui. Mais en même temps, ces hommes étaient exclus de citoyenneté et ils se sentaient dans une certaine mesure tenus de surprouver leur algérianité aux yeux d'une masse par un surcroît d'investissement identitaire, dans le refuge dans les valeurs, les fameuses priem, par le repli sur un culturel qui était vu comme formalisant globalement l'identité. Ce n'est pas pour rien que le catéchisme national algérien, ou du moins anticolonial algérien, fut forgé par les ulama dits réformistes. Moi, je préférerais le titre plus protestant de réformateur, qui me semblerait mieux convenir. Donc, ces membres de la cléricature musulmane citadine. Dès lors, durablement, la norme à la fois culturaliste et sacrée du nationalisme algérien fut surplombée par la devise des ulama, la fameuse devise trinitaire que tout le monde connaît, l'islam religion, l'Algérie patrie, l'arabe langue. Et cette trilogie représentait l'une des façades du moi algérien, de ce moi compliqué dont l'autre face pouvait se reconnaître éventuellement dans la séduction pour les discours de la France républicaine. Dans un cas, ça a obligé
les Algériens à avancer, mais ça les a obligés en même temps à faire du surplace quand ça n'a pas été, de reculer. C'est ce que dit du moins le grand historien marocain Abdallah Laroui. Dans certains cas, je cite, le grand méfait de toute colonisation n'est pas seulement de stopper l'évolution historique, il est d'obliger le colonisé à la refaire en sens inverse. Fin de citation. Le 1er novembre s'explique enfin chronologiquement par la naissance de l'idée indépendantiste nationale apparue dans les années 20 dans la Rourba à Paris, dans les bastions ouvriers algériens de l'exil. Et vous savez que se constitue en 1926, avec quelques comparses tunisiens et marocains, la fameuse Étoile nord-africaine, première version sous la houlette du Parti communiste français. Il n'est pas indifférent de dire que l'identité nationale algérienne commence à se forger dans l'exil. C'est assez fréquent que dans l'histoire, la marginalité et l'exil soient les sources, soient les origines de l'identité. Pour des marges que je connais un petit peu, vous savez que Garibaldi était de Nice et que Nice n'a jamais été italophone mais occitanophone. Vous savez que Cavour était un piémontais subalpin à exactement 12 km de la frontière occitane et qu'il maîtrisait beaucoup mieux le français que l'italien puisqu'il avait fait toutes ses études à Genève. Et pour rester dans le schéma italien, vous connaissez le Va Pensiero, vous avez peut-être entendu parler du Va Pensiero du Nabucco de Verdi, dans lequel l'identité des Hébreux s'exprime par l'exil, et dans l'exil, c'est l'exil qui commence souvent de manière décisive à exprimer l'identité. En tout cas, ça a été le cas dans le cas des Algériens. On a des cas dans l'Asie du Sud-Est aussi, Sun Yat-sen, le détour. Oui, Sun Yat-sen, par exemple. Il y a la Palestine, il y a beaucoup d'autres exemples. Bien. L'ironie du sort voulut que le chef qui émergea fût un des rares arabophones du milieu parisien, c'est-à-dire Salih Haj, qui lui-même était issu d'une confrérie musulmane populaire et qui fut porteur de la norme à la fois identitaire, sacrée et culturaliste, même s'il fut adhérent un temps au Parti communiste qu'il quitta d'ailleurs assez rapidement. L'ENA, l'étoile nord-africaine, quitta d'ailleurs très rapidement l'orbite communiste parce que le PC n'entendait pas traiter l'ENA comme une organisation, comme une organisation satellite soumise. On sait que l'étoile nord-africaine participa au Rassemblement populaire qui donna lieu au Front populaire de 1936, mais que, ironie du sort, mais c'est assez logique aussi, qu'elle fut interdite par le gouvernement Blum, qu'elle avait pourtant contribué à apporter au pouvoir au début de 1937. Vous savez ce qui s'en est suivi, mais Salih fonda le parti en février, après l'interdiction en février 1937 de l'étoile nord-africaine, le Parti du peuple algérien, qu'il apatria en Algérie, fin de l'exil politique identitaire et réintroduction d'un parti qui est à la fois un parti populaire et qui est un parti implanté maintenant en Algérie. Vous savez que le PPA a été interdit à la veille de la guerre de 1939-1945 et qu'après la tragédie de 1945, en 1946, ce fut pour participer de manière légale aux élections que le PPA se dota d'une couverture légale, démocratique, officielle, qui fut dénommée le MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Excusez-moi de vous infliger tout ça, vous le connaissez certainement, mais j'étais, me semble-t-il, obligé de le rappeler. Je dirais qu'une autre des raisons de l'explosion de novembre 1954, c'est ce que j'appellerais le dépit de non-possession des élites rurales. Je veux dire par là que dans les campagnes, le maître colonial a tendu à substituer à de vieilles familles d'autorités algériennes des gens qui étaient souvent des fonctionnaires de basse extraction et des parvenus fonctionnarisés. En Algérie, les grands propriétaires terriens ont été, pour l'essentiel, pas uniquement, mais en grande partie, ont été des colons français, ce qui signifie qu'à la différence éminente d'un pays comme le Vietnam, par exemple, la lutte des classes fut toujours et en même temps une lutte anticoloniale et nationale, alors que la lutte des classes clivait la société vietnamienne, alors qu'au contraire, en Algérie, elle avait tendance à renforcer les orientations nationalistes. On vous en a parlé tout à l'heure de manière beaucoup plus savante que je ne peux le faire.
jusqu'aux années 30, marginalement émergèrent ces évolués, ces Algériens d'apparence francisée. Vous avez vu les cimetières, vous avez toute une série de choses qui conduisent à nuancer beaucoup la francisation en question. Il y eut de fait quelques enseignants algériens, quelques médecins, pharmaciens, avocats, notaires algériens, etc. Mais les élites rurales avaient été secondarisées car dépossédées globalement du pouvoir sur leur société. Ce n'est donc pas étonnant que le groupe des 9 chefs historiques de 1954, sur les 9, il y avait 8 ruraux. Et le seul citadin était un fils d'émigrés de la Kabylie au début du XXe siècle. Ce sont tous des ruraux. Donc voilà une grande différence qui émerge par rapport au combat du PPA-MTLD qui se produisent surtout dans des villes ou qui ont les villes pour centre. Parmi ces ruraux, on trouve par exemple un rejeton de la plus grande famille maraboutique kabyle, qui est Hassin Ait Ahmed, le petit-fils du Cheikh Mohamed el-Hussein, un membre déclassé de la vieille aristocratie des Ajwad, Boudiaf, Mohamed Boudiaf de Msila. On trouve quelqu'un qui avait fait fortune en investissant dans un capitalisme de meunerie, d'entreprise de transport qui était Mostafa Ben Boulaïd, un bourgeois de village, et dans le commerce des tissus également. Et on trouve, je ne détaillerai pas outre mesure, d'autres membres d'une élite rurale, même si cette élite rurale, ou cette toute petite élite rurale, a été parfois intronisée par les Français. Le père de Karim Belkacem était un garde champêtre, mais justement dont les rejetons ont eu à cœur de se laver des compromissions colonialophiles de leur famille. Il fallait s'affranchir de la famille corrompue ou qui était alliée ou suspectée d'être alliée au colonialisme pour reprendre le pouvoir sur leur société. Les élites rurales furent donc le noyau de cet activisme qui décida, selon l'expression consacrée, d'allumer la mèche, entre guillemets, la mèche insurrectionnelle le 1er novembre 1954. Donc la lutte pour l'indépendance globale fut indissociablement, pour ces petites ou grandes élites rurales, la lutte pour la conquête ou pour la reconquête d'un pouvoir qui soit débarrassé des entraves étrangères. Je dirais que, à la fois conjoncturellement et structurellement, il y eut aussi les blocages coloniaux. Il y a eu, j'ai eu une grosse controverse à ce sujet il y a bien longtemps avec Charles-Robert Ageron, avec qui je n'étais absolument pas d'accord, qui avait expliqué toute l'histoire du non-aboutissement politique de l'Algérie par les occasions manquées, ce à quoi je répondais à Ageron, pour qu'il y ait occasion manquée, il faut qu'il y ait occasion tentée. Et les occasions tentées, il n'y en a eu pas. La bénigne loi Jonard de 1919 n'a rien changé, ou pratiquement rien. La proposition de loi Blum-Violette de 1936, qui aboutissait seulement à créer une catégorie révisable au demeurant d'une vingtaine de milliers de citoyens algériens, n'a même pas été présentée aux chambres. Le gouvernement Blum a reculé devant ce courage qui n'aurait pas été exceptionnel de la faire présenter aux chambres parce qu'il a reculé devant le lobby colonial. Mais quand on recule tout le temps devant un lobby colonial, c'est que quelque part dans la structure, on est un peu d'accord avec le lobby colonial en question. Lorsque Abbas a signé le manifeste algérien, vous savez qu'il lui fut opposé une fin de non-recevoir, et vous savez que c'est dans la foulée qu'en 1944 fut fondé le Front algérien, qui est le deuxième front politique après le Congrès musulman de 1936 et précurseur du FLN, les Amis du Manifeste et de la Liberté. Et l'ordonnance gaullienne de mars 1944 ne fut jamais qu'une vague ressucée, hors de saison, un peu élargie, du projet Violette, mais rien qui trancha vraiment le fer dans la situation. Et je ne pense pas que le système colonial était réformable, était susceptible de se réformer. Quoi qu'on puisse penser du FLN, il fallait l'emporter de manière tranchée pour couper avec le système colonial. Dans les occasions manquées, entre guillemets, je placerai aussi la tentative d'un homme estimable du gouvernement Guy Mollet, car il y en a eu,
qui s'appelait Alain Savary, qui était ministre des Affaires marocaines et tunisiennes, et qui a essayé de négocier avec le Maroc et la Tunisie et indirectement avec l'Algérie la conférence de Tunis à laquelle se rendaient Ben Bella, Aït Ahmed, tous les chefs historiques de la délégation extérieure. Vous savez ce qu'il en est suivi. Le 22 octobre 1956, leur avion a été capturé par la piraterie aérienne française. Savary a dû démissionner du gouvernement socialiste Guy Mollet, lequel a suivi plutôt les généraux et les activistes, a intensifié la guerre, a rappelé le contingent. À la fin de l'année, il y avait plus de 400 000 hommes en Algérie. Le résultat de tous ces blocages et de toutes ces avanies, ce fut un choc brutal, peut-être la plus féroce des guerres de décolonisation, on pourrait discuter. Et l'explication qui a parfois été donnée de faire des Européens d'Algérie les principaux responsables des blocages, ça a été un objet de grosse controverse avec Ageron pour moi, ne résiste pas du tout à l'examen. Car ces pieds noirs étaient naturellement porteurs de la discrimination et du racisme et du système colonial, mais, je le répète, il fallait bien qu'existe quelque part une entente structurelle entre eux et Paris pour que Paris accepte régulièrement de s'incliner devant les défis que la bourgeoisie coloniale lançait à la métropole. Car ces pieds noirs représentaient, qu'ils le voulussent ou qu'ils ne le voulussent pas, la France en site colonial, et ils étaient l'expression pour Paris d'un nationalisme français qui s'est finalement confondu avec le statu quo colonial. Mais je dirais que les Européens d'Algérie furent eux aussi autant les expressions que les otages et les victimes finales du système colonial. Il n'y a jamais eu en Algérie de personnalité comparable à un Frédéric de Clercq. Peut-être Jacques Chevalier aurait pu éventuellement, mais il faut dire que face à un Frédéric de Clercq qui n'a jamais existé, il n'y avait pas non plus de Nelson Mandela qui pût correspondre à un Frédéric de Clercq inexistant. De toute façon, comme tous les politiques, tous ceux qui auraient pu agir en Algérie, à partir du moment où, à partir du CNRA du Caire, notamment en 1957, ont été marginalisés par le cheminement du FLN. Une anecdote qui m'a été transmise par le colonel Salah Boubnider et que l'on retrouve dans les mémoires de l'Artar Ben Tobal, la nuit suivant le raisonnement de l'avion de la délégation algérienne du FLN, la nuit du 22 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé à l'état-major de la Wilaya 2 ? Ils ont fait la fête toute la nuit. Ils ont fêté l'événement. Ben Bella était prisonnier, Aït Ahmed était prisonnier, Boudiaf était prisonnier, et ils font la fête. Pourquoi ? Ils font la fête parce que pour eux, c'était l'assurance que la conférence de Tunis n'aurait pas lieu, c'est l'assurance qu'une solution de compromis ne serait pas trouvée, et c'était le signe que le mot d'ordre de guerre à outrance, que la sacralisation des armes, permettrait bien aux chefs de maquis de s'assurer la direction de ce que l'on commençait à appeler la révolution. Donc l'intransigeance des uns, les Guy Mollet et consorts, fut ainsi liée à la volonté de pouvoir et à l'intransigeance des autres, comme le dit Jacques Berck, ainsi que le sont les nénuphars par leurs racines. Il y a eu enfin, pour terminer, des détonateurs précurseurs. On sait que le non-dit de toute la masse algérienne a été, depuis le XIXe siècle, la reprise des armes pour chasser les envahisseurs. Signe précurseur, il y en a un que j'ai longuement étudié, qui est la crise de l'Aurès du sud constantinois, plus exactement de 1916-1917, dans le sud constantinois, qui protestait contre la conscription généralisée des Algériens pour cause de guerre mondiale. J'ai cru déceler que cette insurrection avait déjà des traits modernes, en cela qu'elle n'a eu de caractère ni tribal, ni confrérique, et qu'elle a déjà été dirigée par des élites rurales qui ressemblent étrangement à ces élites rurales qui vont émerger dans la direction du FLN, mais bien entendu en 1916-17, sans l'indispensable fédération politique qui allait être réalisée seulement pendant la guerre de 54-62 et sous l'égide du FLN. Vous savez que le mouvement des ALN des AML, des Amis du Manifeste de la Liberté, a été rapidement noyauté par le PPA. Vous savez que les dramatiques événements de Sétif qui s'en sont ensuivis ont créé un véritable choc, notamment dans le Constantinois, avec cette espèce de hantise permanente, renouveler la tentative avortée de 1945, mais cette fois en essayant de faire en sorte
qu'elle réussisse. Vous savez que le général Duval, le répresseur en chef, avait averti « Je vous donne la paix pour 10 ans ». C'était pas trop mal calculé à un an près. Il avait raison. Et je terminerai enfin par la raison qui, conjoncturellement, mais là encore structurellement, explique le FLN, c'est la crise du parti, du MTLD. Vous savez que le parti a été dirigé par le vieux dirigeant charismatique Messali El-Haj. Messali El-Haj avait un discours radical, mais même si ce discours était radical, les objectifs réels, politiques, étaient moins radicaux. Car je pense que Messali El-Haj aurait pu être le seul leader algérien comparable à Bourguiba ou à Mohamed V pour le Maroc et la Tunisie, comparable à ce qu'avait été Zarloul pour l'Égypte, qui aurait pu être l'artisan d'un compromis, et jamais Messali ne sacralisa les armes. Ce qu'il voulait, c'était éventuellement faire pression par le moyen des armes sur les Français pour les obliger à composer, pour les obliger à céder. D'ailleurs, l'organisation spéciale, l'organisation paramilitaire du parti qui fut créée au lendemain de la guerre ne fut jamais par lui considéré que comme une équipe de braillards sans cervelle qu'il fallait tenir sur le boisseau, éventuellement en agiter la menace devant les autorités coloniales, mais ne pas leur donner le pouvoir. Et c'est en réaction que, après le démantèlement de l'OS en 1950-1951, ce n'est pas pour rien que, pour l'essentiel, les premiers dirigeants armés de l'armée de libération nationale de 54-62 se recrutent parmi d'anciens cadres de l'OS. Donc c'est face aux messalistes qu'émergent progressivement, d'une part, les activistes, et d'autre part, cette élite des compétences du parti qu'on a appelée les centralistes, et que le choc est devenu tel en 53-54 entre les messalistes et les centralistes, que finalement ce fut une fraction des centralistes qui a essayé dans un premier temps de s'allier avec les activistes pour l'emporter sur la direction messaliste. Ça a été le CRUA, le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, qui n'a pas réussi à réunifier le parti. Ça a été alors, cette fois, la prise en main par les activistes, le comité des 22, puis le comité révolutionnaire des 6 dans l'été de 1954, qui s'abouche avec les 3 membres de la délégation extérieure, 6 et 3, ça fait 9 chefs, historiques. Voilà pourquoi on parle des 9 chefs historiques. En conclusion, excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu long, je dirais que ce qui m'a frappé dans les origines de ce 1er novembre, c'est que il y a eu un échec du réformisme colonial. Il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu réformisme colonial. Je répète qu'il n'y a jamais eu d'occasion manquée, parce qu'il n'y a pas eu de véritables occasions tentées d'un système colonial qui soit amené à se réformer lui-même. Je dirais que cela a abouti, toute cette série d'obstacles, toute cette série de blocages qui ont bloqué le politique aussi bien du côté français que du côté algérien. Cet échec du politique a abouti à une réémergence d'une vieille Algérie rurale, de cette vieille société d'allégeance sous le mot d'ordre de la sacralisation des armes qui est donnée à partir de 1954. En tout cas, en 1954, on change de registre, l'ère des réformes est dépassée, et le dépassement de cette ère des réformes va aller de pair avec la constitution d'un appareil de pouvoir qui, à partir du CNRA du Caire de 1957, est un appareil de pouvoir pour l'essentiel d'origine maquisarde avant d'être purement et simplement militaire. Dès lors, une nouvelle ère de violence, de douleur et de sang s'instaure, qui répond au blocage antérieur, au blocage français, mais aussi au blocage politique au blocage politique algérien de 1953-1954, l'explosion du MTLD en 1954. En juillet 1959, Mouloud Feraoun note dans son journal « C'en est fini, il n'y a plus désormais aucune réforme à faire ». De fait, le FLN, quoi qu'on puisse penser de lui par ailleurs, a réussi à réaliser ce que des générations entières d'Algériens avaient attendu, c'est-à-dire le détachement radical d'avec le système colonial. Le reste, ça n'est plus de l'histoire, c'est déjà presque de l'actualité. Je vous remercie. Merci.